L'histoire commence avec le grand empire central de Cyberne, dirigé par un empereur clément et bienveillant. Grâce à lui, l'empire prospéra dans la richesse, l'harmonie et la paix. Le peuple vécut heureux. Cependant, un groupe, dans l'ombre, tentait de détruire cette idylle. De telles organisations agissaient non seulement contre l'empereur ou l'empire lui-même, mais devaient être éliminées secrètement. Cela était nécessaire pour que la communauté de la surface ne découvre pas l'existence de la communauté souterraine. C'est pourquoi, afin de préserver la paix de la population, un chien de garde a été mis en place. Ce chien reçut de l'empereur lui-même le pouvoir de se placer au-dessus de toutes les lois. Cela lui permit de réprimer l'organisation clandestine. Ce chien de garde était extrêmement impitoyable et calculateur. Il était capable de tout pour atteindre le but qu'il s'était fixé. Personne n'aurait jamais imaginé que quelque chose puisse arrêter un homme comme lui, le forcer à changer de caractère et de véritables désirs. Il ne pouvait pas le savoir lui-même, et encore moins le deviner, mais un jour, une fille est apparue et a décidé d'apprivoiser ce chien de garde au sang-froid. Le soleil brillait sur le palais d'un noble. L'homme était assis dans une pièce avec sa femme et sa fille. Il annonça à sa fille qu'il était temps de se choisir un mari. En entendant cela, la dame faillit s'étouffer avec son thé et interrogea son père à ce sujet. L'homme fut quelque peu indigné, car il pensait que sa fille voulait partir contre sa volonté, alors que ses sœurs s'étaient mariées pour ses besoins. Elle répondit immédiatement qu'elle n'osait pas penser à une telle chose, mais dans son esprit, elle prévoyait certainement d'abandonner l'idée, car même ses sœurs suppliaient la jeune fille de ne jamais accepter un tel mariage. Le père se calma et laissa partir sa fille, promettant de s'occuper de tous les préparatifs dès qu'il lui aurait trouvé un époux. La jeune fille obéit, s'inclina et quitta la pièce. Sa colère ne s'apaisait pas. La dame se déclara avec assurance qu'elle ne laisserait personne dicter sa vie. Fermant la porte derrière elle, elle resta là un moment, indignée de n'avoir aucun droit, même en matière de choix d'un mari. La jeune fille était déterminée à trouver elle-même un époux, car elle ne voulait pas subir le même sort que ses sœurs. La dame était certaine que la tâche ne serait pas trop difficile. Le premier endroit où elle a décidé de commencer sa recherche était un ballon. Mais une fois sur place, elle s'est presque immédiatement rendue compte qu'elle se trompait lourdement sur ses capacités, car c'était sa première fois ici et elle ne connaissait personne. Cette situation a rendu la fille très bouleversée, mais pas pour longtemps, car en un instant, elle a été à nouveau inspirée par sa confiance que ce n'était pas la fin, mais d'abord, elle a décidé de prendre une collation. Voyant la table remplie de friandises, la jeune fille s'approcha et commença rapidement à remplir son plateau. Mais elle ne s'arrêta pas là lorsqu'elle vit plusieurs autres gâteaux. Elle ne remarqua pas comment le gâteau tomba. Alors qu'elle savourait ses délices, une dame glissa sur un gâteau tombé de son assiette peu avant. L'inconnue fut grièvement blessée, mais ce qui la mit le plus en colère, c'était que sa robe était abîmée. Finalement, la jeune fille remarqua qu'un des gâteaux manquait, et presque aussitôt, l'étranger se mit à maudire bruyamment le scélérat qui dispersait la nourriture. La dame voulut s'enfuir au plus vite. La jeune fille comprit que les malédictions seules ne suffiraient pas à la débarrasser de cette dame. Sans un mot, elle quitta précipitamment la scène du crime. Une fois sur le balcon, elle continua à manger seule, s'excusant intérieurement. Soudain, quelqu'un l'appela, la distrayant de son repas. Regardant autour d'elle, la jeune fille remarqua qu'un beau jeune homme s'approchait d'elle. L'homme engagea la conversation en disant qu'il devinait déjà qu'elle était la coupable. La dame ne comprit pas immédiatement ce qui se disait, car elle fut distraite par l'apparition du monsieur. Elle laissa tomber un autre gâteau et s'apprêtait à le ramasser, mais fut arrêtée. L'homme lui assura qu'il n'allait pas marcher sur le bonbon et tomber. La fille le trouva un peu bizarre, mais ne le dit pas. La dame s'inclina rapidement et se présenta. Il se présenta également sous le nom d'Alphonse Mitford. Bien qu'il s'agisse de leur première rencontre, Esmeralda n'avait jamais entendu parler de la lignée de ce jeune homme, mais elle pensait qu'il était issu d'une famille noble. La jeune fille le remercia de ne pas l'avoir dénoncé, même s'il connaissait la vérité. Le jeune homme répondit que cela ne valait pas la peine de le remercier, car il ne voulait pas lui-même envenimer le conflit, même si cela aurait pu tourner au ridicule. La jeune fille ne put s'empêcher d'éclater de rire et de rire encore plus fort, disant à Monseigneur qu'elle avait beaucoup aimé sa blague.
Il lui assura qu'elle en rirait aussi si elle la voyait en personne. Elle répondit qu'elle était occupée à fuir pour le moment. Il en fut même un peu désolé. La dame comprit que Monseigneur était quelqu'un de plutôt intéressant, alors elle décida de lui poser une question en s'approchant de loin. L'homme a dit qu'il n'était pas contre certaines absurdités. Profitant de l'occasion, la fille lui a proposé d'essayer une relation amoureuse avec elle. Il était surpris et intéressé. Le jeune homme ne répondit pas immédiatement, mais la dame prit cela comme un signe positif, car il ne refusa pas immédiatement. Elle dit qu'elle avait peu de temps et n'avait pas le choix, et qu'elle attendrait donc sa lettre. Esmeralda lui accorda 1 semaine de réflexion. Alphonse accepta et décida de clore leur rencontre là-dessus. Par son geste poli, il fit forte impression sur la dame, qui en eut le cœur serré. Sur le chemin du retour vers la salle, un de ses amis l'a attaqué. Il lui a demandé s'il s'était bien amusé et comment il avait apprécié le bal. Mitford a admis avoir rencontré une fille inhabituelle. Garrow décida d'en demander davantage, et il reçut une réponse intéressante. La dame avait suggéré à un homme qu'elle connaissait à peine d'avoir une relation avec elle. Son ami fut très surpris. Le jeune homme fut surpris que cette dame puisse offrir une telle chose si facilement, car les autres filles avaient peur d'adresser la parole à Alphonse, tout au plus les observaient-elles de loin. Milord ne cacha pas son intérêt. Esmeralda se tenait toujours seule sur le balcon, contemplant le ciel étoilé. Cependant, la jeune fille n'avait pas besoin de compagnie, car elle ne parvenait pas à se sortir de la tête ce mystérieux seigneur et leur accord. Le jour convenu approchait, et la dame attendait toujours une réponse de son seigneur, mais il ne répondait toujours pas. La jeune fille commença à s'inquiéter, et cette pensée la déprimait. Soudain, une voiture arriva au palais familial. Un serviteur en descendit et remit une lettre à la dame. Esmeralda fut sincèrement surprise, car elle ne s'attendait pas à recevoir de réponse. Elle se mit à lire. Alphonse y annonçait sa décision d'accepter la proposition de la dame et l'invitait à venir dans son palais, dans une voiture qu'il avait envoyée, pour avoir un bref entretien avec elle en personne. La jeune fille rayonnait. Le cocher demanda à la jeune fille si elle acceptait l'offre de Monseigneur. La dame accepta de monter dans la voiture sans objection, mais s'arrêta presque aussitôt, constatant qu'elle paraissait très négligente. Elle demanda au cocher d'attendre un peu qu'elle se change et se précipita dans la chambre, se demandant quoi porter. Les servantes l'attendaient déjà dans les appartements et l'aidèrent à s'habiller. La jeune fille était ravie de sa tenue et, sans perdre une minute, elle courut dehors. Mais dans l'escalier, elle croisa sa mère qui s'enquit de la hâte de sa fille. La dame commença à réfléchir à une excuse. La dame savait qu'elle ne pouvait pas parler de Mitford pour le moment, alors elle dit simplement qu'elle devait retrouver une amie. Maman trouva cela étrange, mais la fille s'enfuit en promettant de revenir bientôt. Elle s'excusa mentalement auprès de la femme pour son comportement, mais se promit de tout raconter à sa mère plus tard. Une fois dans la rue, elle s'arrêta devant la voiture, mais aussitôt, elle entra joyeusement. Au bout d'un moment, ils arrivèrent devant un immense palais qui ressemblait davantage à un château royal. La jeune fille resta bouche bée en s'approchant de la porte. Elle était très nerveuse, mais elle se força à se calmer. Frappant à la porte, le majordome ouvrit aussitôt. L'homme salua la dame, qui expliqua qu'elle était venue à l'invitation de Monseigneur. Le serviteur sourit chaleureusement et dit qu'elle était attendue. Le majordome conduisit la dame à l'intérieur et elle se mit à contempler le vaste palais avec admiration. En suivant le serviteur, elle se demanda comment Monseigneur gagnait sa vie pour s'offrir un tel luxe. Lorsqu'ils arrivèrent à la chambre, un domestique frappa et annonça l'arrivée de Lady Vance. Alphonse l'invita à entrer. L'homme s'inclina et lui souhaita un bon moment. La jeune fille le remercia et entra. Dès que la porte se referma derrière elle, Mitford sortit à sa rencontre. La dame trouva à nouveau le garçon très beau, mais repoussa aussitôt ses pensées. Milord la salua et l'invita à sa table. Il s'excusa de lui avoir envoyé l'invitation si soudainement et fut heureux qu'elle l'ait acceptée. Esmeralda le rassura, car au contraire, elle en était ravie. Le jeune homme la conduisit vers une chaise et elle s'assit. Milord s'est à nouveau excusé pour la réponse tardive, mais la fille a simplement haussé les épaules et a dit qu'elle n'y voyait aucun défaut, car une telle question nécessitait une réflexion approfondie et elle le comprenait. Elle fut également très impressionnée par sa réponse positive. Il prit ces paroles comme le début officiel de leur relation amoureuse. Ravie, elle suggéra de changer d'adresse.
Il ne comprit pas immédiatement ce que la fille voulait dire, et elle expliqua qu'ils devraient commencer à s'appeler par leur prénom. Milord rit légèrement et acquiesça aussitôt. Elle sourit intérieurement. La jeune fille commença à manger, mais Monseigneur l'interrompit, car il voulait clarifier le statut de sa famille qui détenait le comté. La dame confirma et comprit qu'ils ne se connaissaient pas encore très bien. Alphonse expliqua que c'était pour cette raison qu'il l'avait convoqué. La dame vit qu'il était très attentif. Peu après, Monseigneur se présenta et expliqua son statut de marquis, ainsi que sa véritable mission. Le gars a dit qu'il était au service de la famille impériale en tant que chien de garde et que ses fonctions comprenaient l'élimination des obstacles pour l'empereur, la destruction des plans diaboliques de la société de l'ombre. La jeune fille écoutait en silence, mais n'en croyant pas ses oreilles, elle lança un regard interrogateur à Monseigneur. Le marquis n'expliqua rien de plus, mais demanda immédiatement si la dame était prête à affronter de telles épreuves à ses côtés. La jeune fille fut stupéfaite et ne sut que répondre. Bien sûr, elle voulait se choisir un mari, mais elle ne s'attendait pas du tout à trouver quelqu'un qui occuperait une position incompréhensible. Esmeralda voulut poliment refuser son plan. La dame commença à reculer et, avec une expression innocente, dit que ses parents pourraient ne pas lui donner leur bénédiction, car ils attendaient un mariage. Avec cette déclaration, la jeune fille était sûre que le marquis lui-même aurait peur et reculerait, mais la réaction du monsieur la surprit beaucoup, car il sourit simplement et dit qu'il comprenait ce qui était dit. Moins d'une heure plus tard, ils arrivèrent à la résidence familiale et étaient déjà assis dans la pièce en face de son père. Le marquis engagea la conversation et demanda au comte sa bénédiction pour sa relation avec sa fille. La jeune fille était sûre que son père n'accepterait pas, mais l'homme, entendant cette proposition, n'hésita pas longtemps et donna son accord. La dame voulut dire quelque chose, car elle ne s'attendait pas à cela. Le marquis remercia le comte de sa permission. L'homme savait que sa fille n'était pas idéale, mais il était sûr de la confier à de bonnes mains. Alphonse promit de prendre bien soin de sa future épouse. En entendant la conversation des hommes, la jeune fille vit que son père avait accepté le fait que le marié avait le statut de marquis, et en raison de lien avec la famille impériale. Mais elle comprit aussi quelque peu que ce n'était pas le seul facteur. Mitford demanda également au comte s'il accepterait d'inviter sa fille dans son palais. La jeune fille accepta immédiatement, car l'invitation était trop soudaine et elle espérait que son père refuserait. Cependant, cet espoir s'évanouit très vite, car le comte donna presque immédiatement son accord. La dame voulut aussitôt s'y opposer, mais le mari ne l'entendit pas et se contenta de dire que sa fille ne devait pas causer de problème au marquis. Esmeralda commença à abandonner en entendant cela. Elle comprenait aussi que cet accord était censé mener à un futur mariage. Elle savait donc que son père serait furieux si la relation se terminait sans mariage. Elle était désespérée. La réunion s'acheva ainsi, et le marquis et la dame se rendirent à son palais. Alphonse déclara que tout s'était bien passé, comme il l'avait dit, et qu'il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter. La jeune fille sourit et acquiesça. Cependant, intérieurement, elle ne parvenait pas à se calmer, car tous ses projets de mariage blanc avaient échoué. Elle pouvait désormais tout oublier. La jeune fille était déçue, mais elle essayait de ne pas le montrer. En un instant, le marquis avoua la véritable raison pour laquelle il avait mis si longtemps à répondre. Il raconta à la dame qu'il avait passé toute la semaine à préparer la chambre pour elle. Elle était encore plus bouleversée. De retour au domaine du marquis, les domestiques conduisirent immédiatement la jeune fille à ses appartements. L'apparence était, bien sûr, très luxueuse, ce qui fit l'admiration de la dame. Elle apprécia beaucoup la chambre et le remercia. Mitford fournit également à sa future épouse une servante pour la servir. Liliane s'inclina poliment en guise de salut. Sur ces mots, il prit congé, espérant se revoir au dîner. La dame rayonnait en disant au revoir, mais se ravisa rapidement, ne voulant pas tomber amoureuse uniquement du joli visage du marquis. La servante éleva la voix et suggéra à la jeune femme de se changer et de mettre des vêtements plus confortables. La jeune fille accepta, et tandis qu'elle se changeait et se préparait pour le dîner, l'heure arriva imperceptiblement. La dame arriva dans la grande salle, où une immense table était dressée pour 2 personnes. Le marquis l'aida à s'asseoir.
Alphonse voulait poursuivre la conversation à table, sans vouloir dévoiler le sujet à l'avance. La jeune fille lui demanda quel rôle elle jouerait dans tout cela, mais le garçon la rassura en lui assurant que ce n'était pas compliqué. Cependant, la dame ne voulut pas y croire immédiatement, car elle savait que la famille de l'empereur était impliquée. Elle demanda donc si elle courait un danger. Le marquis promit que rien ne lui arriverait. La jeune fille réfléchit un instant et fut sur le point d'accepter, mais elle s'arrêta un instant, car elle remarqua un hic dans cette conversation. Esmeralda comprit que le marquis voulait l'utiliser dans ses plans délicieux. Alphonse s'arrêta un instant, cherchant une réponse, car il comprit que la jeune fille l'avait dénoncé. Pourtant, il affirma que rien de tout cela n'était vrai et qu'il avait d'abord apprécié la dame. Celle-ci fut agréablement surprise. Légèrement impressionnée par ses paroles aimables, la jeune fille répondit avec motivation qu'elle était prête à l'aider dans son travail et qu'ils devraient donc tous deux faire un effort pour préserver leur relation. Le marquis sourit. Cette importante conversation prit fin et le couple alla dîner. Le lendemain matin, la dame ne voulait pas se réveiller, mais la servante vint la réveiller et lui servir le petit déjeuner. Liliane déposa un plateau avec le déjeuner à proximité. Dessus se trouvaient une tisane, des viennoiseries et une baguette. La jeune fille commença à prendre son petit déjeuner avec plaisir. S'arrêtant un instant, la dame s'enquit des domestiques du marquis. La servante rapporta que le monsieur était occupé dans son bureau. La jeune fille se ressaisit rapidement et alla trouver le marié. Elle frappa doucement à la porte et le jeune homme la laissa entrer. La dame entra lentement. Esmeralda le salua et s'approcha de la table. Le marquis cacha aussitôt la lettre qu'il lisait. Il commença aussitôt à l'interroger sur son rêve afin qu'elle ne prête pas attention à la lettre. La dame répondit. La jeune fille pensa qu'elle pourrait distraire le marquis de son travail et décida de venir plus tard, mais il répondit qu'il n'était pas très occupé. De plus, il voulait l'informer qu'il souhaitait organiser un bal aujourd'hui. Il a également souligné qu'il s'agirait d'un bal masqué et a donc demandé à la jeune fille si elle accepterait de l'accompagner. La dame s'est immédiatement imaginée, elle et le marié, portant de magnifiques masques et n'a donc pas voulu refuser. Ayant rassemblé l'image entière, elle dansa presque de plaisir. Le marquis la distraya un peu en lui disant qu'elle devait encore choisir une robe, et elle, poursuivant la conversation, parla des masques. Le marquis rit et se leva lentement de table. S'approchant de la mariée, il la conduisit vers la sortie et sortit avec elle pour informer les domestiques des préparatifs. Sur la table se trouvait une lettre ouverte. Le soir arriva. Tous les invités commencèrent à se rassembler au palais. Le marquis et la dame attendaient déjà leur arrivée, vêtus presque de la même manière. Esmeralda fut stupéfaite par le nombre de personnes présentes. La jeune fille demanda à Alphonse s'il pouvait venir seulement sur invitation. Il confirma. Soudain, un serviteur s'approcha d'eux et leur remit une lettre, après quoi le maître fit entrer sa fiancée. Elle le suivit. Ils s'approchèrent de la porte et, l'ouvrant, un tableau étonnant s'ouvrit devant la dame. Les invités avaient déjà commencé leur divertissement. Certains dansaient, d'autres discutaient. L'atmosphère semblait agréable et joyeuse. Esmeralda fut très impressionnée et dit à la marquise que l'atmosphère était très mystérieuse, ce qui expliquait pourquoi elle aimait tout. Le garçon fut ravi que cela fasse une forte impression sur la dame. Il s'arrêta un instant. Soudain, Midford dit qu'il aimerait laisser la dame profiter de l'ambiance du bal, mais qu'il avait encore du travail à faire. Elle fut choquée, car elle ne comprenait pas ce qu'il pouvait y avoir d'autre à faire maintenant. L'homme expliqua. Le marquis affirma qu'il ne s'agissait pas d'un simple bal masqué. Le jeune homme admit qu'il y avait une vente aux enchères où des animaux de compagnie coûteux étaient échangés. La dame ne comprit pas immédiatement de quoi il parlait. Le serviteur qui lui avait remis la lettre expliqua qu'il ne s'agissait pas de chiens ou de chats, comme la dame l'avait d'abord pensé, mais de personnes. Esmeralda fut choquée par ce qu'elle entendit. Elle ne comprenait pas comment cela était possible. Le marquis remercia la dame de lui avoir permis d'assister à ce bal auquel un homme seul n'aurait pas pu assister. Alphonse lui prit la main et la remercia à nouveau de cette opportunité. Il lui a également mentionné qu'il aurait besoin de son aide à l'avenir. La jeune fille était ravie et a commencé à lui demander ce qu'elle devrait faire d'autre. Il lui a proposé de participer à la vente aux enchères. La dame était stupéfaite. Voyant sa réaction, Alphonse la calma rapidement et lui dit de ne pas s'inquiéter.
car personne ne la vendrait. Apparemment, la jeune fille ne l'écoutait pas, craignant de devenir une marchandise. Elle n'eut pas le temps de lui poser d'autres questions, car 2 hommes imposants s'approchèrent et se rendirent immédiatement chez le marquis. Midford leur dit que la jeune fille était une autre victime, après quoi elle fut arrêtée. Alors que la dame était déjà entraînée dans une direction inconnue, le marquis s'approcha d'elle pour lui murmurer à l'oreille qu'elle devait rester plus près de l'homme aux ailes et, si nécessaire, lui dire que le docteur Fay l'avait envoyé. Sur ce, ils l'emmenèrent et l'enfermèrent dans une cellule. La jeune fille s'appuya contre les barreaux, se sentant ridicule, car elle s'attendait à ce que ce bal soit une sorte de rendez-vous galant, mais tout se révéla tout autre. Un coup violent et soudain, sur la grille, détourna la dame de ses pensées. L'un des hommes qui l'avait attrapée lui dit de se taire si elle voulait rencontrer un hôte agréable. Esmeralda fut surprise. Tournant la tête, la jeune fille remarqua enfin les autres esclaves dans la cellule. Parmi eux se trouvait un enfant qui pleurait amèrement. Les autres hurlèrent presque de chagrin, mais ils cachaient leur désespoir. En regardant chacun des présents, elle remarqua soudain celui que le marié lui avait demandé de suivre. L'homme, ailé, se tenait loin de tout le monde, blotti dans un coin, le dos tourné. Réalisant que c'était de lui qu'elle devait rester plus proche, la fille essaya de faire exactement cela et commença lentement à s'approcher de l'étranger. Mais elle fut remarquée et commença à dire quelque chose avec colère. Cependant, la jeune fille ne comprenait absolument pas ce que cet inconnu aux ailes voulait lui dire, car elle ne connaissait pas sa langue. Après avoir fini de parler, l'homme se retourna et s'éloigna encore plus loin. Soudain, quelqu'un entra dans la cellule et, s'approchant du garçon, l'attrapa brusquement par les cheveux et commença à le tirer. Esmeralda vit tout cela et comprit que c'était un problème. Elle devait donc intervenir. Elle a commencé à demander où elle emmenait cet homme, ce à quoi le gardien a répondu que la vente aux enchères allait commencer et qu'il était temps pour lui de monter sur scène. La dame a bloqué la sortie et leur a demandé de l'emmener. Le garde n'apprécia pas qu'elle lui parle sur ce ton et voulut la frapper, mais elle réussit à crier les mots secrets que le marquis lui avait révélés. La dame dit que le docteur Saint l'avait envoyé. Cela fonctionna et l'homme s'arrêta au dernier moment. Finalement, il la laissa le suivre. En descendant le couloir, la dame se demandait quoi faire. Elle regarda l'étranger. Le jeune homme était très en colère. Ils arrivèrent enfin à destination. Lorsque les rideaux furent ouverts, Esmeralda faillit se couvrir les yeux, tant la lumière dans la salle était intense. La dame regarda autour d'elle, stupéfaite, les invités qui se couvrirent le visage. En les regardant dans les yeux, elle vit que ces gens ne l'apercevaient pas, elle et le garçon, comme des personnes, ce qui la mit très en colère. La dame s'avança et cria au public que cette vente aux enchères était une horreur. La salle devint silencieuse. L'orateur qui annonçait la vente aux enchères se tourna brusquement vers elle et leva la main pour la punir, la maudissant avec colère. La dame ferma les yeux, se préparant à un coup qui ne vint pas. Elle entendit une voix et ouvrit lentement les yeux. La jeune fille aperçut le marquis, qui tenait fermement la main du garde, l'empêchant de frapper sa fiancée. Esmeralda n'avait jamais été aussi heureuse de le voir. Le marquis la félicita pour son excellente performance. Soudain, les autres gardes l'attaquèrent, et elle n'eut pas le temps de l'avertir. Mais Alphonse n'en eut pas besoin, car il le sentait déjà. Il se tourna brusquement vers l'ennemi et repoussa son attaque sans trop d'effort. Les hommes furent projetés dans des directions différentes, mais ne se relevèrent pas. Midford attendait toujours de nouvelles attaques, mais il n'y en eut aucune. L'étranger et Esmeralda observèrent en silence les élégants mouvements du marquis et l'ailé siffla même à ce spectacle. Alphonse dégaina son arme et déclara que toute la salle était en état d'arrestation. Les invités commencèrent à protester, criant « Comment cet inconnu ose-t-il les arrêter ?» Le marquis retira son masque et répondit publiquement qu'il avait été envoyé par l'empereur en personne. Les gens se mirent à courir vers la sortie. Cependant, personne n'eut le temps de franchir la frontière de cette salle, car avant la sortie, Garot attendait déjà avec un nombre considérable de soldats et annonça que le bâtiment était encerclé. Les invités s'immobilisèrent, le désespoir au visage. Tandis que le compagnon du marquis s'occupait d'arrêter tous les présents, Esmeralda regarda de nouveau son fiancé avec joie. Elle était toujours assise par terre et lui tendit la main, mais il passa à côté. La jeune fille fut surprise par ce mépris.
Alphonse s'approcha alors immédiatement de l'étranger ailé, qui était en réalité le prince du royaume d'Acron, et l'aida à se libérer des cordes. Le prince fut surpris que le marquis comprenne sa langue, mais il n'y prêta pas attention et désigna plutôt la dame qui avait été forcée de se lever seule. Mitford pensa qu'elle avait offensé sa majesté. Le prince répondit que la dame ne lui avait fait aucun mal, mais qu'elle avait fait preuve d'une grande détermination, ce qui les avait sauvés tous les deux. C'était vraiment une fille merveilleuse. Le marquis fut agréablement surpris et le remercia. Finalement, tous les coupables d'avoir participé à la vente aux enchères furent arrêtés. Debout dans la rue, ils observèrent la scène. Esmeralda en voulait encore à son fiancé, même si Alfonso la félicitait pour sa performance réussie. Elle ignora cela et continua à s'indigner, lui reprochant que son but n'était pas un rendez-vous, mais seulement une mission. Le marquis fut surpris, car il pensait que la dame avait réussi à profiter de l'ambiance du bal. La fille répondit que cela ne prendrait que 5 minutes, voire moins. Sur ce, elle se retourna et s'apprêtait à partir, mais l'homme l'en empêcha. Lui prenant la main, il promit qu'ils passeraient la prochaine fois ensemble. Harrow s'approcha d'eux, et le marquis fut distrait par son compagnon. Après avoir salué le marquis, il tourna immédiatement son attention vers la jeune fille et s'approcha d'elle pour se présenter. L'homme fut agréablement surpris qu'Alphonse ait une maîtresse. La dame n'en était pas si sûre. Elle se rappela que le marquis avait complètement mal compris la situation et avait pensé que 5 minutes de bal étaient amplement suffisantes, de sorte qu'il n'y avait attaché aucune importance. La dame était encore plus furieuse. Pendant ce temps, Mitford demandait à son ami si tout allait bien malgré le retard des criminels. Harrow hésita un peu, et le marquis comprit que quelque chose n'allait pas, alors il s'approcha de lui pour savoir quoi exactement. Son ami sortit une fleur noire de sous sa veste, mais un seul regard suffit au marquis pour tout comprendre. Le garçon rapporta également qu'il avait trouvé une bête dans une pièce secrète près de la fleur. Ils descendirent tous dans cette pièce secrète et aperçurent un étrange animal enfermé derrière des barreaux. La bête se débattit violemment contre les barreaux et gronda, essayant de s'échapper. Esmeralda, voyant la bête inconnue, recula de peur. Alphonse, après un bref regard à l'animal, comprit immédiatement qui avait mis la main derrière la création de cette créature et se retourna brusquement. Harrow demanda au marquis ce qu'il comptait faire ensuite. Mitford répondit qu'il comptait tout brûler ici, puis détruire tous les vestiges. Le camarade n'en doutait pas, et la dame tenta de l'en empêcher. Elle s'approcha du marquis et décida de l'interroger sur cette fleur inconnue, car elle ne comprenait pas ce qu'elle contenait. Il resta silencieux un instant, mais finit par convenir que la jeune fille avait également le droit de la connaître. Pendant que le marquis parlait du groupe mystérieux responsable de ce qui s'était passé, il se cachait actuellement dans la forêt, et l'un d'eux observait ce qui se passait au bal et rapportait tout. Le deuxième homme était furieux, car il savait que le marquis projetait de brûler la chimère, à laquelle il avait consacré beaucoup de temps et d'argent. La femme retourna calmement auprès de son maître et lui demanda ce qu'il adviendrait de la suite. L'homme s'est calmement appuyé contre le rocher et a dit à tout le monde de ne pas s'en inquiéter, mais ni la femme ni le scientifique n'étaient contents de cela, car ils pourraient perdre le filon d'or et de plus, de nombreuses personnes ont été arrêtées. Cependant, cela n'impressionna pas le personnage principal. Au contraire, cela commença à l'amuser davantage, car il pensait que ce serait encore plus amusant. À ce stade, ses collègues ne posèrent plus de questions. Esmeralda entendit la voix de son père, qui la réprimandait pour ne pas se comporter comme une dame et pour penser à autre chose. Son objectif principal était de se marier. La jeune fille se boucha les oreilles de toutes ses forces. Cependant, même cela ne lui permit pas de se protéger complètement de cette voix furieuse qui criait son nom à plein poumon. Soudain, elle entendit une voix plus douce l'appeler et la jeune fille ouvrit enfin les yeux. Elle se leva brusquement et regarda autour d'elle, réalisant qu'elle était dans une pièce et qu'Alphonse était assis à côté d'elle. C'est lui qui l'appela. Le marié lui demanda comment elle allait. La dame s'excusa rapidement de s'être endormie pendant la conversation. Le marquis remarqua l'air fatigué de la mariée. Il suggéra donc de reporter la conversation à un autre moment, mais la jeune fille commença à dire que tout allait bien et dit qu'elle n'avait pas bien dormi, mais qu'elle allait se concentrer maintenant. Le marquis sourit et se rappela qu'ils étaient effectivement rentrés très tard la veille et que la dame était très fatiguée.
Il ne fut donc pas surpris que la jeune fille ait pu passer une mauvaise nuit de sommeil à cause du stress qu'elle avait subi. La jeune fille engagea la conversation et demanda si tout allait bien avec le prince du royaume d'Akron. Alphonse se souvint des éloges que Sa Majesté avait adressés à la dame la veille et dit que grâce à elle, la guerre avait été évitée. Elle poussa un soupir de soulagement, mais une autre question la tracassait. Elle concernait la fleur qu'ils avaient trouvée la veille. Le marquis lui avait tout raconté brièvement, mais elle voulait en savoir plus. Le gars resta silencieux un instant, mais finit par dire qu'il s'agissait de gens anormaux, d'une union de ceux qui voulaient renverser le pouvoir de l'empereur et de ceux qui étaient mécontents du système actuel, avec des actes terribles. Et la jeune fille avait déjà deviné que l'un de ces actes était la vente aux enchères de la veille. Le marquis le confirma et dit également qu'ils avaient fait pratiquement tout ce qui était interdit. Cela s'appliquait également à cette chimère. Midford a également déclaré qu'il n'avait pas encore réussi à attraper tous les criminels, mais qu'il savait avec certitude qu'il y avait aussi un scientifique dans ce groupe, le docteur Victoire. La jeune fille comprit que c'était derrière ce médecin qu'elle se cachait. Le marquis confirma et poursuivit. Il affirma que le docteur était un génie maléfique et qu'il menait même des expériences interdites car elles outrepassaient les limites de l'éthique et de la morale, créant des monstres. Il ne voulait même pas imaginer ce que de telles personnes pourraient faire d'autres si on leur laissait carte blanche. La jeune fille comprenait que la responsabilité de leur retard incombait au marquis, et il le confirma. Esmeralda réfléchit un instant. Finalement, elle dit qu'elle avait une requête à lui faire et qu'il était prêt à l'écouter. Elle réalisa que l'incident de la veille lui avait montré à quel point elle était vulnérable. Le jour viendrait où elle deviendrait un fardeau pour le marquis. Cependant, elle ne voulait pas abandonner si facilement et lui demanda de lui apprendre à manier l'épée. Le garçon en fut momentanément stupéfait. Cependant, Esmé ne voulait pas céder. Elle dit qu'elle en avait déjà une idée et demanda donc à nouveau avec insistance que son souhait soit exaucé. Le marquis la regarda, voyant une lueur dans ses yeux. Alphonse soupira, mais accepta. Il promit d'en parler à Liliane. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi le marquis confiait cela à une servante. Il expliqua que celle-ci était une excellente escrimeuse. Mitford dit que la jeune fille devrait d'abord apprendre les rudiments du métier de domestique, puis il promit de travailler personnellement avec elle. Esmeralda en fut ravie. Soudain, on frappa à la porte. Arrow regarda dans la pièce. Le marquis se leva vivement et demanda à son ami quand il était arrivé. Le garçon répondit qu'il était un peu pressé et qu'il devait donc attendre. Finalement, il retourna vers la dame. Auparavant, il n'avait pas eu l'occasion de se présenter correctement. Mais cette fois, il en avait l'occasion. Il s'inclina légèrement et se présenta comme le second prince de l'Empire. La jeune fille, stupéfaite, s'accroupit rapidement en signe de révérence. Elle s'excusa de ne l'avoir jamais rencontré auparavant, mais le garçon rit et la rassura, car il n'était pas du genre à se laisser déranger par une telle étiquette. C'était simplement un ami d'Alphonse. Le prince savait déjà quel rôle la dame avait joué dans l'incident d'hier et accusait ouvertement son ami de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Alors pour se faire pardonner, il les invita tous les deux à un bal. Esmeralda était bien sûr ravie, et bien que le bal fût encore dans 3 jours, elle pensait déjà à sa tenue et à son divertissement. Le prince, par une aimable réprimande, témoigna à la marquise du bonheur de la dame. Il sourit. Alphonse décida d'apporter sa contribution au bal auquel ils allaient assister et promit d'offrir à la mariée une robe spécialement conçue pour l'occasion. La jeune fille se mit à sauter de joie dans la salle, les garçons rirent. Le lendemain, le marquis et Milady se rendirent en ville. Alphonse, comme il l'avait promis, voulut lui acheter une robe, mais il décida que la jeune fille la choisirait elle-même. Elle en fut ravie. Ils entrèrent dans le salon où se trouvaient de magnifiques robes. Le marquis s'assit sur une chaise et dit qu'il attendrait Esmeralda pendant qu'elle choisissait sa tenue. La jeune fille disparut aussitôt. Cependant, au bout d'un moment, elle revint et l'avertit que cela pourrait prendre du temps, mais qu'il était prêt à attendre, et la jeune fille disparut à nouveau. Elle marchait entre les rangées de robes de style et de coupes différents. Elle cherchait des robes depuis un moment, mais elle n'en trouvait pas une qui lui convenait.
L'une lui semblait trop vulgaire, une autre trop enfantine, mais elle finit par en trouver une qui brillait comme le soleil dans ses yeux. La jeune fille s'approcha rapidement de la robe et tenta de l'enlever du mannequin, mais soudain quelqu'un l'attira vers elle. Esmée regarda et vit une autre femme qui refusait de céder. Les filles commencèrent à se disputer pour savoir qui avait remarqué la robe en premier, mais l'inconnu semblait avoir le dessus. L'espace d'un instant, Waynes s'arrêta et, observant attentivement, se souvint que la fille lui était familière. La jeune fille se souvint enfin que cette dame était celle-là même qui avait glissé sur le gâteau qu'elle avait jeté par mégarde. Pourtant, elle ne voulait pas se séparer de la robe qu'elle aimait tant. Bien sûr, l'étranger ne voulait pas céder non plus, ce qui explique pourquoi la bagarre entre les deux dames ne cessa pas. Un vendeur s'approcha même d'elle pour les calmer, mais personne ne l'écoutait. Les bruits des combats parvenaient déjà jusqu'au marquis, mais il était assis dans un fauteuil, buvant du thé, essayant de ne pas y prêter attention. Pendant ce temps, le vendeur ne faisait qu'attiser le feu. L'homme a dit que cette robe n'était disponible qu'en un seul exemplaire cette saison, donc l'une des dames devrait encore céder. En entendant cela, l'étranger s'accrocha encore plus fort à la robe. La jeune fille se mit à crier que c'était elle qui devait porter cette robe. Esmeralda tira la robe vers elle, répétant les mêmes mots. La vendeuse tenta poliment d'arrêter les deux jeunes femmes. On ignore combien de temps dura cette escarmouche, que le marquis interrompit brusquement. Il s'approcha de l'étrangère et lui désigna une robe qui, selon lui, conviendrait mieux à ses cheveux roux et à sa silhouette. Cela fit forte impression sur l'inconnue et elle finit par abandonner la robe pour laquelle elle se battait depuis si longtemps. Esmée regarda, stupéfaite, son fiancé choisir une robe pour quelqu'un d'autre et même l'offrir en cadeau. Le vendeur lui annonça que la robe était désormais à elle, mais elle ne l'entendit pas. La jeune fille regardait toujours le marquis, qui s'approcha lentement d'elle et la félicita pour son beau choix. La dame le remercia d'une voix un peu faible. Alors qu'il retournait au palais, la jeune fille ne pouvait détacher son regard triste de la fenêtre. Le marquis remarqua que la dame était restée très silencieuse tout le long du trajet, alors il lui demanda si quelque chose la tracassait. Elle dit quelque chose à voix basse, puis tourna brusquement la tête vers lui. Son regard exprimait une certaine indignation, voire une certaine colère. Cependant, Milady ne voulait rien dire de précis. Elle dit seulement qu'elle voulait réfléchir. Elle descendit seule de la voiture, sans même lui prendre la main. Sans le regarder dans les yeux, la jeune fille annonça aussitôt qu'elle allait immédiatement assister à une leçon d'escrime. La marquise fut surprise par une telle précipitation. Néanmoins, Alphonse ne s'opposa pas et dit qu'il irait prévenir Liliane. Lady refusait de lui avouer qu'elle s'était montrée plutôt brillante au fleuret. Elle alla se préparer. Tandis qu'elle mettait des vêtements appropriés et se coiffait, elle s'excusait déjà mentalement auprès des servantes d'avoir laissé tomber la pauvre créature aujourd'hui, mais elle n'allait pas lui faire de cadeau aujourd'hui. Milady était très confiante avant le cours, mais quelques minutes d'escrime contre Liliane avaient dissipé son arrogance. Esmeralda ne s'attendait pas à un tel écart entre leurs capacités. Cependant, Vaynes fut contraint d'accepter la défaite et félicita la servante pour ses grandes capacités. Les serviteurs eux-mêmes furent tout aussi impressionnés par les talents de Milady, car ils ne s'attendaient pas à de tels talents de la part de la fille d'un comte. Néanmoins, la servante fit quelques remarques sur les erreurs de la dame, car elle attaquait trop ouvertement et ses mouvements étaient trop amples. La servante pensa même que la dame était submergée par l'émotion. Esmée admit qu'elle avait raison. Milady lui raconta l'incident du salon de couture. La jeune fille fut submergée de ressentiment envers le marquis qui avait osé se montrer aimable envers une autre dame et surtout envers une inconnue, au lieu de l'aider à choisir une robe. Liliane réfléchit un instant. Elle dit comprendre les sentiments de la dame, mais insista sur le fait qu'il s'agissait de la première relation du marquis et lui demanda donc de se montrer plus compréhensive envers lui. Milady ne s'y attendait pas. Esmée ne pouvait pas croire que c'était la première relation du marquis, et la servante le confirma, disant qu'Alphonse n'avait jamais demandé à aucun des domestiques de servir quelqu'un d'une manière aussi spéciale auparavant. Il était évident que c'était parce qu'elle était devenue sa première amante. Milady serra légèrement les poings, se sentant coupable, car elle pensait que ce n'était pas la première relation du marquis. Pourtant, elle s'en réjouissait.
Elle s'était mise si vite en tête que c'était leur première relation qu'elle avait tout oublié du reste, ne prêtant même pas attention à la femme de chambre qui voulait lui recommander et lui donner quelques conseils. Liliane s'approcha doucement de la dame et lui murmura quelque chose à l'oreille. Van bondit de joie et remercia la servante pour la merveilleuse idée qu'elle lui avait donnée. La servante rougit légèrement. C'était l'heure du dîner et le futur couple était assis à table. La jeune fille était ravie des événements de la journée et son humeur ne se démentait pas au marquis, qui le lui fit remarquer. Alphonse demanda la raison de la bonne humeur de la dame, à laquelle elle répondit qu'elle attendait simplement le bal avec impatience, et sourit. Il lui répondit sur le même ton. Midford, bien sûr, n'avait aucune idée de ce qui se passait dans l'esprit de Milady, mais elle savait que cette fois le bal ne serait pas si simple et avait déjà hâte d'utiliser les conseils de Liliane. Le reste des jours passa assez vite. Il était déjà tard dehors, mais près du palais de l'empereur, les voitures se multipliaient avec des invités de tout rang. Le marquis et Milady étaient également arrivés et descendaient déjà de voiture. La jeune fille comprit rapidement que c'était le moment idéal. Elle feignit d'avoir peur et commença à tomber. Au dernier moment, le marquis réussit à la rattraper. Le garçon se figea un peu, surpris par la surprise. Il lui demanda si elle était blessée. La jeune fille le remercia de l'avoir rattrapée à temps et lui dit qu'elle allait bien. Elle rajusta sa robe et ils entrèrent ensemble. La salle était luxueuse et lumineuse. La jeune fille avait l'impression de n'avoir jamais vu une telle beauté. Son admiration lui coupa le souffle. Enfin, elle put dire que c'était magnifique. Alphonse remarqua l'enthousiasme de la mariée et dit que de tels événements avaient lieu assez souvent dans le palais impérial, donc, si la jeune fille l'aimait tant, il promit de l'amener ici plus souvent. Harrow, qui avait remarqué le couple presque immédiatement à leur entrée, commença à les appeler. La jeune fille avait également remarqué le prince et dit à la marquise qu'il pouvait aller saluer son ami. Cependant, Alphonse ne voulait pas vraiment la laisser seule ici. Milady insista et lui assura que rien de mal ne lui arriverait, et qu'elle voulait d'ailleurs essayer les talents du confiseur impérial. Au bout d'un moment, la jeune fille se mit à le chercher et remarqua la dame qu'elle avait rencontrée au salon. Elle vit que le marquis se comportait à nouveau avec beaucoup de gentillesse envers elle, et ne comprit pas cela. Cependant, elle ne voulait vraiment pas y penser, car quelle qu'en soit la raison, elle ne laisserait certainement pas quelque chose de plus grave se produire. Ayant pris sa décision, Esmeralda commença à bouillonner de colère. Il était temps d'agir. Elle n'allait pas tarder davantage, alors elle s'approcha rapidement du marquis et lui prit la main. Avec un sourire malicieux, la jeune fille salua la dame infâme. La rivale, bien sûr, remarqua ce geste enfantin, mais on ne peut pas dire qu'il lui fit une forte impression. Elle soupira sourdement et demanda simplement qui était cette fille qui avait si imprudemment saisi le marquis. Le marquis ne voulait pas que les filles se disputent, alors il décida de les présenter. Roxana Artemisia réagit calmement, tandis qu'Esmeralda n'en fut pas ravie. À ce moment-là, le prince Harrow remarqua, contrairement au marquis, qu'une bagarre était sur le point d'éclater entre les dames. Il s'interposa donc entre elles, interrompant leur présentation. Il s'excusa et retourna auprès de Roxane. Le prince lui baisa poliment la main, mais ne s'attarda pas longtemps et, s'approchant d'Alphonse, lui dit de le suivre. Le marquis comprit que c'était important, mais informa Esmé qu'il reviendrait bientôt. Waynes lui sourit, lui disant de ne pas se précipiter. Les filles restèrent seules et Esmeralda voulut en profiter pour expliquer à sa rivale que Midford était son amant, mais elle ne réagit pas. Milady tenta de s'expliquer à nouveau et admit qu'elles envisagèrent déjà le mariage, mais cette fois, Artemisia n'y prêta aucune attention. Elle se contenta de dire qu'elle aimait le marquis. Elle lui assura que les sentiments étaient très changeants, donc elle ne reculerait pas devant les siens et ne ferait pas du marquis le sien, car il n'y avait jamais eu un seul homme qui n'ait été séduit par sa beauté. Il valait donc mieux que sa rivale se rende. Esmeralda dit encore quelques mots à cette femme effrontée, mais elle était furieuse. Même si Alphonse était son fiancé, elle savait que ses sentiments pour elle n'étaient pas sincères, et cela l'inquiétait. Pendant un instant, ses pensées la firent même se sentir seule, car quoi qu'elle fasse, la jeune fille ne parvenait pas à se faire aimer. Cependant, elle se demandait toujours si le marquis la traiterait un jour comme il se doit.
Pendant ce temps, Mitford et le prince Harrow se rendirent auprès du prince héritier, qui les attendait déjà. Le marquis s'inclina poliment pour saluer Sa Majesté. Il fut remercié pour la réussite de sa mission. Le marquis fut agréablement surpris, mais refusa d'accepter les remerciements, car telle était sa mission auprès de l'empereur. L'héritier rit légèrement, disant que l'empereur était trop strict avec lui-même. Soudain, Darius annonça avoir entendu parler de la nouvelle épouse du marquis. Le marquis confirma ses dires et affirma qu'il avait utilisé cette jeune fille comme un moyen d'accomplir avec succès les tâches assignées par l'empereur. Le prince héritier ne voulait pas être entraîné dans cette relation. Il a donc dit au marquis de faire ce qu'il jugeait bon, mais espérait que dans cette relation, il serait toujours capable de trouver la paix. Darius remit également au marquis une lettre que l'empereur lui avait adressée. Alphonse vit qu'elle ressemblait à un nouvel ordre et pensa qu'elle pouvait être liée au groupe des Iris noirs, mais ce n'était pas certain. Le prince ignorait également ce que pouvait cacher cette lettre, se contentant de dire qu'il espérait que le marquis lui apporterait quelque chose. Pour Mitford, c'était un honneur d'exécuter les instructions de l'empereur. De plus, il souhaitait lui-même affronter les ennemis. Lorsque S et ses camarades ont quitté le bureau, Harrow a déclaré qu'il pensait que son frère allait un peu trop loin, qu'il était trop complaisant en se précipitant pour attraper ceux qui faisaient l'objet d'une enquête depuis des années. Cependant, le marquis était certain que l'héritier avait des raisons d'être prudent, et la lettre pouvait contenir davantage d'informations à ce sujet. Le jeune prince voulut ouvrir la lettre, mais il n'en fut pas autorisé. Alphonse dit qu'il avait promis de ne pas travailler aujourd'hui. Son ami devina que cette promesse était faite à Esmé. Le prince était heureux que son ami ait une petite amie, mais le marquis ne partagea pas sa joie. Le marquis demanda au prince, si cela le rendait si heureux, pourquoi il n'avait pas lui-même commencé une relation, ce à quoi Harrow répondit qu'il ne pouvait pas le faire, car il était un chouchou national qui avait été amoureux des dames au moins une fois. Mitford ne fit qu'un léger sourire. Néanmoins, il dit qu'il souhaitait terminer la journée là-bas, car il devait rejoindre les vannes. Sur CE, ils se dirent au revoir et le marquis partit à la recherche de sa promise. Mais cela ne dura pas longtemps, car Esmeralda elle-même vint à sa rencontre et se jeta dans ses bras, se plaignant de l'avoir attendu si longtemps. Le marquis s'excusa du retard. Soudain, il sentit une odeur étrange émaner de la dame et remarqua immédiatement qu'elle était un peu pompette. L'homme lui demanda pourquoi, et la fille admit qu'elle avait bu, mais très peu, ce qui fit rire Alphonse. Il pensait que la jeune fille aimait vraiment cet endroit, mais elle commença à s'y opposer, car elle s'attendait à passer cette soirée avec lui, mais le marquis commença à parler à une autre dame, ce qui la déçut beaucoup. Elle serra les poings et demanda doucement au marquis s'il la considérait vraiment comme sa petite amie. L'atmosphère était étrange à ce moment-là, et il voulut répondre, mais ne trouva pas les mots justes. Ayant commencé à dire quelque chose, il n'eut pas le temps de finir, car la voix de Roxana se fit entendre derrière lui, qui disait qu'elle était contente de revoir le marquis, car elle craignait qu'il ne quitte le bal à cause du travail. L'atmosphère précédente entre le futur couple s'est finalement effondrée, et Esmeralda a regardé avec mécontentement sa rivale, qui a fait le même geste qui lui était familier. Elle a attrapé la main du gars. La jeune fille ignora délibérément Esmeralda et tenta par tous les moyens d'attirer l'attention du marquis, lui disant qu'elle souhaitait trouver un endroit calme pour lui parler. Le marquis n'eut pas le temps de répondre. À peine avait-il commencé à dire quelque chose que quelqu'un lui tira soudain l'autre main. Vaines ne comptait pas céder et s'engagea sur un chemin plus difficile. Tirant le marquis plus près d'elle, elle l'embrassa sur la joue. Le marquis n'opposa plus aucune résistance et la jeune fille en profita pour l'entraîner dans l'autre sens, déclarant avec colère à sa rivale qu'Alphonse était son fiancé. Roxane émit un grognement malicieux. Finalement, le marquis reprit ses esprits et décida de prendre les choses en main. Il éloigna Esmeralda et s'excusa auprès d'Artemisia pour l'incident, affirmant que sa bien-aimée avait un peu trop bu et l'avait emmenée. Roxane voulut dire quelque chose pour arrêter Mitford, mais le garçon se dirigea rapidement vers la sortie. Le prince Harrow observait la situation depuis le 2e étage. Il la trouva très intéressante. Le marquis aida Milady à monter en voiture et ils rentrèrent chez eux. En chemin, la jeune fille s'appuya légèrement contre son épaule et commença à somnoler. Alphonse n'arrivait toujours pas à oublier la question qu'elle lui avait posée.
Cependant, il ne pouvait oublier ce qu'il avait dit au prince, car pour lui, Esmé n'était qu'un instrument pour accomplir les tâches confiées par l'empereur. Le garçon demanda à la dame si elle voulait rester avec lui, connaissant son attitude. Malheureusement, la jeune fille ne put répondre, et il n'était même pas certain qu'elle ait entendu cette question. Arrivé au palais, il la conduisit dans sa chambre. Au matin, Milady ne voulait pas se réveiller. La tête lui faisait mal, et elle essayait de se rappeler ce qui s'était passé la veille après sa rencontre avec Alphonse. Se souvenant qu'elle avait embrassé le marquis alors qu'elle était ivre, la jeune fille se cacha, honteuse. Milady commença à se réprimander bruyamment pour de tels actes. On frappa à la porte de la chambre, et la femme de chambre entra. Liliane apporta le petit déjeuner, et la dame dut sortir de sous la couverture, faisant semblant que tout allait bien. Pendant que la jeune fille prenait son petit déjeuner, la servante annonça qu'elle avait un message d'Alphonse. Le marquis invita Milady à prendre le thé avec lui et demanda ce qu'en pensait Esmeralda. La dame fut quelque peu surprise. Elle pensait que le marquis voulait parler de ses actions de la veille. La dame tarda un peu à répondre, alors la servante l'appela. La jeune fille sursauta légèrement et dit rapidement qu'elle acceptait l'invitation. La jeune fille commença à s'habiller et à se préparer rapidement. Le marquis l'invita dans sa véranda privée où une table était déjà dressée. Mitford regretta de ne pas avoir pu passer plus de temps avec elle la veille. La jeune fille n'y prêta plus vraiment attention, car elle avait coupé le bois elle-même. Elle fut donc obligée d'admettre qu'elle avait bu quelques cocktails la veille. Le marquis rit et lui dit qu'elle ne savait pas du tout boire. La jeune fille était très honteuse de la journée d'hier, mais n'en dit rien de plus. Le marquis, quant à lui, voulait s'excuser de ne pas avoir pu passer du temps ensemble, et le goûter d'aujourd'hui avait précisément cet objectif. Madame fut agréablement surprise et commença à le remercier, mais Alphonse l'interrompit et lui demanda si elle voulait vraiment tester ses sentiments. Madame resta figée à cette question et lui dit de ne pas y prêter attention. Il lui demanda pourquoi elle avait repoussé si brusquement. Finalement, la jeune fille répondit que le marquis avait toujours été gentil avec elle, mais que c'était aussi embarrassant, car cela rendait le garçon méfiant. En entendant cela, le marquis fronça légèrement les sourcils et joignit les mains. Après un moment de silence, il finit par dire à voix basse que la jeune fille était une personne très aimable. Milady commença à lui faire signe de la main, car elle savait que ce n'était pas tout à fait vrai. Lady comprit qu'elle devait se taire pour ne pas révéler par inadvertance que Liliane et elle avaient élaboré ce plan la veille du bal. Sur ce, elles mirent fin à la conversation et continuèrent simplement à boire du thé. Pendant ce temps, ce soir-là, une femme du groupe Black Iris trompa un inconnu pour qu'il le fasse prisonnier. Il implora sa clémence et sa libération, mais la femme resta inflexible dans son plan. Elle ne prêta aucune attention aux supplications de son mari, et soudain une étrange brume noire se mit à tourbillonner autour d'elle, capturant l'étranger et l'étouffant. Une fois l'affaire terminée, un serviteur s'approcha d'elle. Le jeune homme dit prudemment qu'il était impressionné par les talents de la dame. Celle-ci ordonna que le corps soit transporté au laboratoire du docteur Victoire, mais le serviteur ne se pressa pas et dansa sur place. Elle détourna le regard des domestiques et leva les yeux vers l'un des toits de la maison, cherchant son patron, à qui elle était censée rendre compte de la tâche accomplie. Mais elle n'eut pas à chercher longtemps, car il avait tout vu. Cependant, il avait encore des affaires à régler qu'il n'osait pas reporter. Alors il se rendit immédiatement au palais impérial. C'est là qu'il rencontra celui qui avait tout déclenché, à savoir le prince aîné Diego. Le prince était déjà très mécontent d'une si longue attente et demanda combien de temps il devrait attendre avant qu'Iris Noire accomplisse tout ce qui avait été convenu. Le chef s'excusa, mais demanda un peu plus de temps. La tâche à laquelle ce groupe s'attelait n'était pas aisée, mais le prince n'était pas satisfait du retard, car il en avait payé le prix. On lui disait que le marquis créait des problèmes supplémentaires. Le prince aîné insista sur la nécessité de se dépêcher, car l'impératrice n'appréciait pas leurs échecs constants. Le chef, ayant entendu parler de Sa Majesté, lui demanda comment elle allait. Le prince a averti qu'il ne valait pas la peine de mentionner l'impératrice de cette façon et s'est immédiatement mis au travail, disant qu'ils devaient se concentrer sur la propagation d'un chaos encore plus grand qu'auparavant. Il était nécessaire de bouleverser l'ordre établi.
Le chef accepta et promit qu'Iris Noir ferait tout pour que Sa Majesté Diego accède enfin au trône. L'affaire fut close. Pendant ce temps, Alphonse était inquiet, car il avait encore beaucoup de travail à faire, et celui-ci augmentait chaque jour. À son retour, Esmeralda l'attendait déjà. La nouvelle l'inquiétait. La jeune fille accourut et lui demanda s'il avait entendu parler des nouvelles qui circulaient en ville ces derniers temps. Très inquiète, la dame lui parla d'un loup-garou qui aurait été aperçu quelque part dans les environs. Elle raconta également que d'étranges meurtres de femmes et d'hommes commencèrent à se produire. Les corps étaient si abîmés qu'on aurait dit qu'ils avaient été déchiquetés par une bête. On craignait que ce soit l'œuvre de ce loup-garou. Le marquis était bien sûr au courant de ces crimes, puisqu'ils étaient mentionnés dans la lettre de l'empereur qu'il avait reçue quelques jours plus tôt. Il était donc maintenant en route vers le palais de Sa Majesté pour régler les choses. Le marquis a également déclaré que même si cela n'était pas officiellement déclaré, il était sûr que tout cela était l'œuvre des Iris Noirs, et de plus, ils avaient eux-mêmes laissé des preuves sous la forme de la fleur elle-même. La jeune fille voulut dire quelque chose, mais Alphonse l'interrompit en lui disant qu'aujourd'hui, il partirait à la recherche de ce loup-garou. Lady fut un peu surprise lorsqu'il prononça le mot « nous ». Il sourit. Esmeralda n'était certainement pas ravie de la tournure des événements, mais le marquis s'approcha lentement d'elle, lui prit les mains et lui dit qu'il aurait besoin de son aide. Elle le regarda avec une pointe de colère. Le soir était venu, les rues étaient calmes et vides. Comme convenu, Milady s'habilla de façon plutôt simple pour que personne ne devine qui elle était et déambula dans la rue, se montrant délibérément dangereuse. Même si tout avait été arrangé, elle avait encore un peu peur de marcher seule. Elle se souvenait que le marquis lui avait promis d'être à ses côtés et de ne pas s'inquiéter. Mais elle ne voulait pas être un leurre. La jeune fille continua son chemin, essayant de se rassurer en se disant qu'Alphonse était à proximité. Pourtant, elle ne put s'empêcher de remarquer que, malgré l'heure pas si tardive, il n'y avait personne aux alentours. En marchant, elle essayait de voir s'il y avait quelqu'un, mais le silence régnait. La jeune fille n'aurait rien entendu approcher si elle n'avait pas baissé les yeux et remarqué une ombre étrange. Elle se retourna rapidement et remarqua un énorme loup-garou derrière elle, qui ne cherchait plus à se cacher et grognait bruyamment. La fille était terrifiée et incapable de bouger. La bête n'hésita pas, car elle avait enfin trouvé sa proie et voulait l'achever au plus vite. Le loup-garou frappa et atteignit presque son but. Milady hurla bruyamment, appelant le marquis. En entendant sa voix, Alphonse se précipita vers elle à la vitesse de l'éclair pour la sauver du danger. En une fraction de seconde, il se précipita vers Esmeralda et, la couvrant, se jeta sur la bête, la blessant grièvement. Il se tourna vers elle pour s'assurer qu'elle allait bien. La fille était indemne, et il regarda à nouveau le loup-garou, lui demandant s'il pouvait parler, mais la créature se contenta de grogner en réponse. Le marquis pensait que la bête était sur le point de l'attaquer, mais le loup-garou sauta rapidement sur la colline, s'accrochant à la poignée où se trouvait sa main, et commença à rebondir loin des maisons, quittant le champ de bataille. Alphonse se lança à la poursuite de l'ennemi, l'empêchant de disparaître, mais le loup-garou se déplaçait trop vite, et le marquis avait encore du mal à le suivre. Finalement, la bête parvint à s'échapper. Mitford comprit que sa cible avait réussi à s'échapper et qu'il était inutile de la poursuivre. Esmeralda courut rapidement vers lui. La jeune fille était certaine qu'il s'agissait du loup-garou dont tout le monde parlait. Le marquis était persuadé que le docteur Victoire était à l'origine de ce monstre, car il était le seul à en être capable. La dame ne trouvait pas les mots pour répondre, mais ce n'était pas la première fois qu'elle entendait parler de lui. Soudain, elle se sentit très fatiguée et commença à tomber en arrière, manquant de tomber. Mais le marquis la rattrapa au dernier moment et lui demanda comment elle allait. Esmé, encore effrayée, demanda à repartir. De retour chez elle, Alphonse ordonna au domestique d'apporter un thé réconfortant. Assise dans la pièce, sirotant la boisson chaude, la jeune fille parvint enfin à se calmer un peu. Mais sa tête tournait et elle était de mauvaise humeur. Esmeralda devina sans difficulté qu'Iris Noir était à nouveau derrière tout cela. Une colère noire la submergea soudain, car elle ne comprenait pas comment ce groupe pouvait en tirer profit. Bien que le marquis en ait déjà parlé, il a souligné que certains membres de ce groupe n'étaient pas satisfaits de la situation actuelle de l'empereur. Il ne pouvait pas tout dire, n'en étant pas sûr lui-même.
Il poursuivit cependant en affirmant qu'il était certain d'une chose. Leur objectif premier était de détruire l'ordre établi et de semer le chaos dans la société. La dame devint méfiante. La jeune fille répondit que la dame ne comprenait ni les objectifs ni les exploits de l'Iris Noir. Elle expliqua que le loup-garou qu'elle avait vu avait lui aussi été créé grâce à ses expériences inhumaines. Et bien qu'Esmeralda l'eût deviné, les paroles de confirmation du marquis la mirent encore plus en colère. Elle accusait le médecin d'avoir pris des vies innocentes, ce qui ne lui serait certainement pas pardonné. Alphonse affirma qu'il faisait personnellement tout son possible pour attraper les criminels, mais que pour cela, il avait besoin de son aide. La jeune fille ne niait plus rien, car elle comprenait et voyait tout elle-même. Elle s'était promis de faire tout ce qu'elle pouvait, car elle ne pouvait pas laisser les gens vivre dans cette peur aussi longtemps. Ils se regardèrent et sourirent. Néanmoins, il était déjà trop tard aujourd'hui, et ils avaient tous deux besoin d'une bonne nuit de sommeil, car la journée avait été difficile. Le marquis avait dit qu'ils essaieraient de capturer à nouveau le loup-garou le lendemain. Milady accepta. Ayant parcouru un long chemin jusqu'à ce château, le loup-garou rampa à peine le long du puits d'égout, l'eau clapotant sous ses pattes et les rats courant autour. Finalement, la bête commença à gravir les escaliers du couloir. Un médecin était assis dans son bureau, écrivant fiévreusement quelque chose sur une feuille de papier. Les résultats qu'il notait ne le satisfaisaient pas, et l'homme posa son stylo, la tête entre les mains. Il semblait accablé par le désespoir. Lorsque le loup-garou entra dans le bureau, Victoire releva vivement la tête. Il vit ceux qui étaient arrivés à la bête et, oubliant tous ses problèmes, bondit et s'approcha du monstre. Il examina rapidement le malheureux animal, cherchant à comprendre comment cela avait pu arriver. Cependant, ne s'attendant pas à obtenir de réponse, il emmena immédiatement le loup-garou dans son laboratoire, promettant de le guérir. C'était le soir dehors et Esmeralda bâilla involontairement. Alphonse, debout près de la fenêtre, se tourna vers elle, réalisant que la jeune fille était fatiguée, mais elle commença à lui assurer que tout allait bien. Cependant, Mitford comprit qu'avec un emploi du temps nocturne qui durait déjà depuis une semaine, ce n'était pas un péché de se fatiguer. Néanmoins, la jeune fille s'en réjouit, car rien de fâcheux ne s'était produit durant cette semaine. Esmeralda pensa même que cela signifiait peut-être que le monstre avait disparu, mais le marquis n'en était pas si sûr, car Iris Noir n'était pas du genre à reculer si vite. Il y réfléchit. Le marquis comprit que la jeune fille était déjà très fatiguée. Il proposa donc qu'ils se reposent aujourd'hui, mais elle n'apprécia pas cette idée et refusa catégoriquement. De plus, elle voulait aussi y aller ensemble aujourd'hui. Il n'avait rien à dire et accepta. Cette nuit-là, ils recommencèrent, comme toujours. La jeune fille parcourut les rues désertes encore et encore, mais cette fois, elle ne sentit pas l'ennemi approcher. Cependant, Alphonse le vit et, au dernier moment, réussit à l'attraper et à sauter en lieu sûr. Un instant plus tard, un loup-garou atterrit à l'endroit où se tenait la fille. Esmé ne s'attendait pas à cela et fut un peu effrayée. Finalement, le loup-garou apparut, mais la jeune fille vit soudain que cette fois, la bête était quelque peu différente. Elles observèrent attentivement et remarquèrent que le docteur avait donné au monstre une nouvelle main, une masse. Le marquis comprit que cette fois l'ennemi était devenu encore plus dangereux. Sortant son épée, il s'avança et demanda à Esmeralda de rester derrière lui. La jeune fille ne manifesta aucune résistance. Il y eut un moment de silence, et le marquis et le loup-garou commencèrent à se regarder, aucun des deux n'ayant l'intention de reculer. Tous deux se préparèrent, et Alphonse fut le premier à avancer à la vitesse de l'éclair. Bruit retentit. Le marquis fit un bond en arrière et regarda. Le loup-garou resta immobile, mais son visage esquissa une sorte de sourire. Le marquis comprit que son coup n'avait pas fait de mal au monstre et comprit qu'un combat difficile l'attendait, mais il n'était pas prêt à abandonner. La bête s'éleva dans les airs, ne laissant que de la poussière sur son passage. Courut alors vers elle et, lui saisissant la main, se mit à courir vers un endroit sûr. Tout autour de lui trembla. Alors qu'il fuyait, le marquis n'arrivait pas à croire qu'un tel pouvoir ait émergé chez le loup-garou. Il devait maintenant être encore plus rapide. Soudain, la dame l'appela, lui annonçant qu'elle avait une idée. Elle lui dit qu'il aurait dû attirer la bête vers un endroit où elle aurait moins de marge de manœuvre.
La jeune fille lui fit remarquer qu'il y avait un petit ruisseau à proximité et qu'ils s'y rendirent en courant. La dame se cacha derrière la maison. Esmeralda se mit à la recherche du monstre, mais il était introuvable. Elle comprit cependant qu'il se trouvait à proximité. La dame vit alors une belle opportunité et courut vers le bateau. Milady monta sur le bateau et sentit dans son dos que le loup-garou la suivait, lui aussi, en posant son pied sur le bateau. Elle fut un instant effrayée, mais elle surmonta sa peur et commença à faire tanguer le bateau. Le loup-garou commença à perdre l'équilibre et à tomber en arrière. La jeune fille cria à la marquise que c'était le moment idéal pour frapper, et elle se précipita sur le monstre et l'attrapa. Il grogna. Esmeralda attrapa le monstre et commença à tomber avec lui dans l'eau. Seconde après seconde, le marquis parvint à couper la bête. Lorsque la dame finit par plonger avec lui, une haute vague se leva. La jeune fille ferma les yeux en plongeant, mais une fois sous l'eau, elle les rouvrit, ne sachant pas si le marquis avait réussi son coup. Un instant plus tard, elle vit le loup-garou disparaître dans l'obscurité. Une minute plus tard, la jeune fille refit surface, s'éclaircissant la gorge. Alphonse se tenait devant elle, satisfait, tenant la tête coupée d'un loup-garou dans ses mains. Le marquis dit qu'ils y étaient parvenus grâce à elle. Elle était heureuse de sa victoire, mais désireuse de sortir de l'eau encore plus, elle tendit la main au marquis pour l'aider à rejoindre la terre ferme. L'homme s'exécuta, la félicitant pour sa magnifique démonstration de talent. La jeune fille ne croyait pas que tous ces mots lui étaient adressés. Néanmoins, elle se souvint que le marquis l'avait également sauvée, et, légèrement gênée, elle s'empressa de le remercier. Un vent fort et froid souffla avec force. Esmeralda se couvrit les mains et se mit à éternuer. Le marquis retira rapidement sa veste et la jeta sur la jeune fille. La dame fut agréablement surprise par ce geste et le regarda avec gratitude. En réponse, il sourit gentiment, sachant qu'un tel geste n'exigeait aucune gratitude. Il tendit la main à la jeune fille. Il pouvait désormais rentrer, la mission étant accomplie avec succès. La dame le suivit. Le lendemain matin, Esmeralda ne se sentait pas mieux. Au contraire, elle réalisa qu'elle avait attrapé un rhume. On frappa à la porte et la jeune fille pensa que c'était la servante, mais à sa grande surprise, Alphonse arriva. Il demanda la permission d'entrer un instant. La jeune fille, bien sûr, n'y voyait pas d'inconvénient, alors elle l'invita aussitôt. Quand le marquis entra, il ressemblait à un concombre frais. Les événements de la veille ne l'avaient pas affecté. Mitford s'approcha du lit et lui toucha légèrement le front. Au bout d'un moment, il remarqua que le visage de la dame était encore très rouge et que son front brûlait, mais Esmeralda commença à lui dire qu'elle allait bien. La jeune fille ne voulait plus se préoccuper de son bien-être et décida de changer de sujet en demandant à Alphonse de lui dire si tout se passait bien. Le marquis s'assit à côté d'elle. Il a déclaré qu'il revenait tout juste d'une visite au palais impérial. Il a également rapporté qu'après avoir montré à Sa Majesté le trophée qu'ils avaient obtenu, il l'avait immédiatement remis à la police. Le garçon dit que pour le peuple, tout resterait comme si tous ces crimes avaient été commis par des loups, et non par un loup-garou. La fille resta silencieuse un instant, réfléchissant à cela. Un instant plus tard, elle frappa dans ses mains. Le marquis ne partagea pas la joie de la jeune fille. Il voulut aussi lui dire que, malgré le résultat satisfaisant, il ne comprenait pas comment elle avait pu avoir une telle idée, car c'était assez dangereux. Elle sourit d'un air coupable. La dame répondit qu'elle voulait seulement aider. Le marquis le savait, mais lui conseilla de se préoccuper davantage de sa propre sécurité, car en tant qu'amant, il s'inquiétait pour elle. Le garçon lui toucha légèrement la main. Un instant plus tard, il se leva précipitamment et annonça qu'il se rendait à son bureau, car il devait encore régler les documents du palais impérial. La jeune fille l'arrêta et lui demanda s'ils souhaitaient dîner ensemble. Le marquis accepta avec joie et partit. Lorsque la porte se referma derrière lui, la jeune fille se glissa rapidement sous la couverture. Les paroles d'Alphonse lui firent bonne impression et elle commença à l'admirer avec satisfaction. Et quand elle se souvint qu'il lui avait dit qu'il s'inquiétait pour elle, elle faillit sauter sur le lit de joie. La fillette fit un tel bruit qu'on aurait dit que le froid n'avait aucun effet sur elle. En descendant le couloir, le marquis s'arrêta un instant et se tourna vers la porte de sa chambre. Il pensa que ce n'était pas qu'il n'avait pas l'intention d'utiliser la dame dans ses plans, mais que cette fois, c'était dangereux.
La jeune fille arriva au dîner en pleine forme. Elle demanda au marquis s'il ne devait pas se rendre au palais impérial aujourd'hui. Le jeune homme lui assura qu'il en avait terminé avec ses affaires pour aujourd'hui. Comprenant l'opportunité, la jeune fille lui proposa de l'accompagner dans un nouveau café où l'on confectionnait de délicieuses pâtisseries. En entendant cela, le marquis ne fut pas très enthousiasmé par cette idée. Mais la jeune fille était fascinée. Alors elle a commencé à me décrire précisément les pâtisseries et les gâteaux qu'ils préparèrent là-bas, en se concentrant sur ses préférés et ceux qu'elle aimerait bien goûter. Ses yeux brûlaient. La fille continua de le convaincre de partir avec lui, car cela faisait longtemps depuis le dernier incident, et Alphonse travaillait sans relâche. Il devait donc se reposer. Finalement, le garçon accepta. Pendant que le marquis et Milady discutaient tranquillement, le majordome les observait de loin. Ils semblaient écouter leurs moindres paroles, mais ils ne le remarquèrent pas. L'homme se retourna brusquement. C'était une journée ensoleillée. Comme convenu, le marquis accompagna Esmeralda dans un nouveau café. Lorsqu'elle atteignit la porte du bâtiment, la jeune fille regarda le restaurant avec admiration. À son approche, Mitford demanda s'il s'était trompé dans l'établissement, mais la jeune fille lui assura que tout était en ordre. Elle se mit à danser d'impatience et ordonna à la marquise d'ouvrir la porte au plus vite. En entrant dans la pièce, la jeune fille jeta un rapide coup d'œil autour d'elle. La beauté du lieu la captivait. Des visiteurs étaient assis un peu partout, ceux qui créaient une légère effervescence. La dame se mit à chercher des places libres. La dame trouva une place qui convenait parfaitement au café. La table était près de la fenêtre et Esmé la lui désigna immédiatement. Le marquis ne résista pas et ils s'assirent ensemble. Un serveur s'approcha d'eux. L'homme leur tendit un menu et leur demanda ce qu'ils souhaitaient commander. Le marquis fit immédiatement une demande et la jeune fille, en l'entendant, fut sincèrement impressionnée qu'il se souvienne du nom du gâteau qu'elle aimait tant. Le serveur nota tout et demanda s'il y avait d'autres souhaits concernant la commande. Le marquis demanda à la jeune fille si elle voulait quelque chose à boire. Esmé commanda du jus de cerise et le monsieur commanda un café noir pour lui. Après avoir refermé la carte, Alphonse la tendit au serveur et commanda tous les gâteaux recommandés par leur pâtissier. Le serveur s'inclina en prenant la commande. La jeune fille en fut ravie. Lorsque le garçon les quitta, le marquis regarda la jeune fille et lui dit que, puisqu'ils étaient venus ici, ils devaient profiter pleinement de ce moment. Milady rougit, presque morte de joie. Au bout d'un moment, leur commande leur fut apportée. Tout semblait si appétissant que la jeune fille ne put résister une seconde à se jeter sur les douceurs. Prenant une fourchette, elle se prépara. Esmeralda goûta le premier gâteau qu'elle vit. Dès qu'il toucha sa langue, la jeune fille faillit s'envoler. Le gâteau était si délicieux qu'elle n'arrivait pas à croire qu'il était vrai. Voyant le visage satisfait de la mariée, le marquis lui demanda si elle aimait le gâteau. La dame ne trouva pas les mots pour le décrire et voulut lui faire goûter le gâteau. Alphonse refusa d'abord, mais finit par céder. Lorsqu'il goûta le gâteau, la jeune fille lui demanda son goût. Le marquis essuya délicatement les restes de crème de son visage et admit que c'était délicieux. La dame faillit retomber sur sa chaise et sa fourchette tomba. Finalement, ils finirent leur délicieux repas et sortirent faire une petite promenade. Ils mangèrent tous les deux un délicieux repas et la jeune fille remercia la marquise pour ce moment agréable. Lui aussi avait passé un bon moment. La jeune fille allait rentrer au palais, mais le marquis l'arrêta, lui recommandant de poursuivre leur promenade, se souvenant qu'il lui avait promis un rendez-vous. Milady sourit à ces mots. La jeune fille le prit par le bras et il suggéra qu'ils aillent faire un tour dans le centre-ville. Ravie, Esmeralda accepta sans hésiter. Puis ils allèrent là où leurs yeux pouvaient voir et où leurs pieds pouvaient les porter. Ils arrivèrent à une petite fontaine et s'assirent pour se rafraîchir. Ils montèrent sur la scène où se produisait une danseuse inconnue. Ils visitèrent plusieurs boutiques. Le marquis offrit même un bouquet de fleurs à Esmé. Ils rentrèrent chez eux alors que le soleil était presque couché. Dans la calèche, la jeune fille avoua sans détour avoir passé une journée très agréable. La dame respira le parfum des fleurs qu'elle avait offertes. Le marquis était ravi que la journée ait apporté tant de plaisir à Milady. Il suggéra donc qu'il trouve de temps en temps l'occasion de se promener comme il l'avait fait aujourd'hui. La jeune fille en fut ravie. À leur retour, le majordome les accueillit. Après les avoir salués, la jeune fille n'hésita pas et voulut montrer à son mari les fleurs que le marquis lui avait offertes.
Le domestique en fut ravi et déclara qu'elles étaient dignes d'une dame. Satisfaite des paroles du majordome, la jeune fille poursuivit son chemin, serrant les fleurs dans ses bras. Alphonse demanda au domestique si tout s'était bien passé au palais pendant leur absence. L'homme répondit qu'un invité était arrivé chez le marquis. Le majordome annonça que l'invité attendait dans le salon, mais Harrow, impatient comme toujours, descendit déjà à la rencontre du couple, levant la main amicalement. La jeune fille fut quelque peu surprise de voir le prince. Esmeralda salua Sa Majesté d'une révérence et s'excusa de l'avoir fait attendre. Le prince la rejeta, affirmant que la formalité n'en valait pas la peine. Alphonse se tourna vers son ami et lui demanda pourquoi il avait décidé de leur rendre visite aujourd'hui. Le prince lui assura que ce n'était rien de grave et il reçut une lettre d'invitation. Il annonça qu'un banquet serait organisé au palais. L'empereur organisait cet événement en l'honneur de l'anniversaire du frère aîné de Harrow, le prince Diego. Il a donc personnellement adressé l'invitation au marquis, comme Darius l'avait demandé. Mitford a accepté la lettre en silence. Le prince décida alors de partir sans retarder ses amis, mais insista pour qu'Esmeralda vienne également au banquet. La jeune fille, sincèrement surprise, promit de venir. Finalement, la porte se referma derrière lui. La jeune fille fixa la porte fermée avec surprise un moment. Finalement, elle dit qu'elle se réjouissait du banquet, mais le marquis la retint rapidement en lui précisant que ce n'était pas une simple invitation. La jeune fille devint méfiante. Le marquis invita la dame à prendre une tasse de thé. Assis sur le balcon, il commença à lui expliquer la situation, mais décida de reprendre depuis le début. Il raconta que les princes Diego et Darius avaient des mères différentes. La jeune fille était au courant et affirma que le prince héritier était issu de la défunte impératrice Marinella et que le cadet était le premier fils de l'impératrice actuelle Regina. Le marquis confirma l'exactitude de l'information. Cependant, le marquis poursuivit en affirmant que cette information n'avait été officiellement rapportée nulle part, car il y avait eu des problèmes avec l'attribution du titre de prince héritier. Esmeralda en fut très surprise. Alphonse continua et dit que l'empereur lui-même voulait faire de Darius son héritier. Mais l'impératrice actuelle était bien sûre contre cela et croyait que son fils méritait ce titre. L'homme poursuivit son récit. Il raconta qu'à partir de ce moment, un scandale considérable éclata au palais impérial, à la suite duquel le titre fut néanmoins attribué au premier fils de l'empereur. Mais bien sûr, le second fils n'était pas satisfait de cet arrangement. Et cela continua jusqu'à ce jour. Esmeralda comprit enfin pourquoi l'empereur organisait ce banquet. Elle pensait que l'empereur lui-même voulait démontrer par cet acte que la résistance de Diego était vaine. Le marquis soupira et dit que quiconque connaissait la situation l'aurait pensé. Cependant, les véritables intentions du prince héritier étaient tout autres. Il voulait faire comprendre aux autres nobles que le soutien de son jeune frère était vain. La jeune fille commença peu à peu à comprendre. Elle comprenait également que cette situation entraînerait de nombreux désagréments. Le marquis le confirma. Néanmoins, la dame était certaine que rien de fâcheux n'arriverait pendant la célébration. Remarquant le léger sourire de la jeune fille, il se rassura. Tout pouvait bien se passer. Esmeralda fut immédiatement distraite par le fait qu'elle devait choisir une nouvelle robe pour le bal impérial. Lorsque le marquis apprit les véritables sentiments de la jeune fille, il ne put s'empêcher de rire. La dame, un peu honteuse, commença à se justifier en disant qu'elle n'avait jamais assisté à de tels événements. Lorsque le marquis cessa de rire, il suggéra sérieusement à Milady d'aller au salon avec elle pour choisir une robe et promit de l'aider. La jeune fille fut agréablement surprise et ravie d'entendre cela. Elle lui était sincèrement reconnaissante pour cette offre. La jeune fille espérait également avoir une autre chance de rencontrer son fiancé. Ils continuèrent alors à boire du thé en silence. Finalement, le moment tant attendu arriva et elle se retrouva à un véritable bal impérial. Le palais de Sa Majesté était incomparable et les invités avaient déjà commencé la fête. La jeune fille était toute excitée. Alors qu'elle regardait autour d'elle, Harrow s'approcha du couple et les appela. La jeune fille le salua aussitôt d'une légère révérence. Le prince se demanda comment les choses s'étaient passées pour elle depuis leur dernière rencontre. Nouvelle de Darius. Le prince répondit que son frère aîné était occupé à préparer l'arrivée d'une délégation étrangère et qu'il ne pourrait donc pas assister au bal.